Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission qui nourrit un concept. Faire la promotion des choses de l'esprit, faire la promotion de la lecture, des lettres, de l'appétit pour la pensée. Aujourd'hui, à cette émission, j'ai le plaisir immense de recevoir le plus illustre des passeurs de culture en Haïti. Je reçois le professeur Marc-Xavier, le poète, le romancier Marc-Xavier. C'est une émission qui sera animée par l'un de ses tout derniers livres, L'ombre si douce de l'amandier. C'est une émission qui va tourner autour de sa tumultueuse mémoire littéraire. C'est une émission qui va honorer une vie qu'un homme a donnée au texte, à la pensée, au livre. Vous suivez l'émission des livres et vous, l'équipe est hyper motivée. Je vous laisse respirer. Voici la rubrique Temps Poème. Federico Garcia Lorca, La désillusion du monde. À la rubrique Temps Poème, je m'en vais vous lire l'un des meilleurs poèmes de Lorca. Tamar et Amnon. La lune tourne dans le ciel sur les terres sans eau, tandis que l'été sème des rumeurs de tigres et de flammes. Par-dessus les toits, des nerfs de métal résonnaient. Une brise frisée venait avec des bêlements de laine. La terre, sauf pleine de blessures cicatrisées ou tremblantes des aigus brûlures de lumière blanche. Tamar rêvait. Des oiseaux dans la gorge, au son de froids tambourins et de sitars baignés de lune. Sa nudité dessous l'auvent, nord coupant de palmes, appelle des flocons pour son ventre et de la grêle pour ses épaules. Tamar chantait, dénudée sur la terrasse. Federico Garcia Lorca, La désillusion du monde, un poète que Délivrez-vous, que Télé Caraïbe vous invite à découvrir. Place maintenant à mon invité, mais sans vous laisser respirer. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Un jour, une vive discussion éclata entre mon grand-père, qui avait alors 80 ans passés, et quelques autres vieux qui tenaient conciliabule dans leur coin favori. Contre l'avis de mon aïeul, la majorité soutenait qu'il n'existait plus de rois en fonction sur la surface de la terre. Tous les rois sont morts depuis longtemps, martelait-il. Non, répliqua mon grand-père. Il existe encore un roi qui gouverne. Roi Washington. Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique, qui ici est écrit Roi Washington. Marc-Xavier, bienvenue à Délivrez-vous. Bienvenue, Washington.
Merci D'Angelo de me recevoir sur le plateau des Livrez-vous. Ça devait arriver un jour et ce jour est arrivé. Et c'est intéressant que ce jour enfin arrive. Hein. Et c'est avec un grand plaisir que je réponds aujourd'hui à cette invitation. Tu reviens d'un long voyage, tu reviens quand même des Gonaïves, et tu es arrivé il y a quelques heures. Tu as fait le trajet là, de la plaine du cul-de-sac vers Radio Caraïbe. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fallait qu'on fasse cette émission. Aujourd'hui, c'était une véritable odyssée. Bon, en tout cas, j'espère que le plaisir sera à la hauteur de la peine. Mais avant d'entrer dans le livre, j'aimerais que tu dises aux gens qui te regardent là maintenant, Marc-Xavier, qu'est-ce que tu faisais au Gonaïve? Qu'est-ce que tu faisais à Saint-Louis-du-Nord? Qu'est-ce que tu règles dans ce pays? Qu'est-ce que je fais au Gonaïve? Qu'est-ce que je fais à Saint-Louis-du-Nord, à Dessalines, à Verrette, dans beaucoup de villes du pays? Je suis quelqu'un qui a passé sa vie à parler des livres que j'aime, des auteurs que j'aime. Au Gonaïve, je dirige un centre culturel et dans ce centre culturel, il y a une bibliothèque qui porte le nom de Daniela Ferrière. Et la chambre où je dors est contiguë à une salle où il y a plein de livres de Daniela Ferrière. Et parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je vais dans la chambre voisine et j'ouvre très souvent un livre de Daniela Ferrière. Je profite de ce passage au Gonaïve pour lire l'œuvre de Daniela Ferrière et d'autres auteurs. Et le dernier livre de Dani que j'ai lu il y a 2 ou 3 jours, c'est Tout ce qu'on ne t'a pas dit, Mongo. Ouais, ouais. Et il y a un passage de ce livre qui m'a beaucoup intéressé et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Absolument. Et donc à Saint-Louis-du-Nord, à Dessalines, et un peu partout dans le pays, je parle à des jeunes, je leur parle des livres, des auteurs. Cette année, par exemple, le projecteur est mis sur Jacques-Séphine Alexis, dont on va célébrer le 22 avril prochain le centenaire de la naissance, avec C3 Éditions qui a réédité les 4 œuvres majeures de Jacques-Séphine Alexis. Je parcours le pays et de temps en temps, je me retrouve au Gonaïve. À Saint-Louis-du-Nord, il y a quelque chose de spécial. C'est le lancement d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Ville-Livre. Et ce mouvement, je l'ai fait démarrer à Saint-Louis-du-Nord parce que c'est ma ville natale, parce que je viens d'écrire un livre où je parle de Saint-Louis-du-Nord et les jeunes de Saint-Louis-du-Nord s'intéressent beaucoup à ce livre et j'en profite pour lancer dans cette ville le mouvement Ville-Livre. Et avec Saint-Louis-du-Nord Ville-Livre, parce que je pense que c'est urgent, urgent que des voix se lèvent pour dire aux jeunes Haïtiens que nous avons une littérature magnifique, extraordinaire, très riche, et qu'il est important que les jeunes Haïtiens lisent des œuvres haïtiennes et les grandes œuvres de la littérature universelle. Mais le problème, le constat, le fait est que la majorité des jeunes Haïtiens ne lisent pas. J'en ai fait le constat à Trou-du-Nord, à Limonade, à Saint-Raphaël, à Grande-Rivière-du-Nord, à Hinche et également à Saint-Louis-du-Nord, où j'ai rencontré des jeunes de NS4, de philo, qui n'avaient jamais lu Gournay de la Rose et de Jacques Roumain, et même certains n'en ont jamais entendu parler. Mais toi qui es dans ce secteur, Marc, toi qui rencontres des jeunes depuis des années, qui brasses des jeunes depuis des années, parce que je suis sûr que tu ne te rappelles pas de la première fois où moi je t'ai rencontré, où tu ne m'as pas rencontré, moi je t'ai rencontré. J'avais à l'époque 12 ans
j'ai été à la bibliothèque de Pierre Clitande, Oui, qui est à Bibliothèque du Soleil, où tu faisais une conférence. J'étais un gamin de 12 ans. Et je t'ai écouté parler, ça m'a tellement fait plaisir d'être exposé à autant de culture. Je me suis dit, mais c'est toi qui m'as appris que James Bond était un personnage de roman. De roman, oui. Ian Fleming. Ouais. Du coup, j'ai appris tellement de choses avec toi quand j'avais 12 ans, 13 ans à écouter tes conférences. À ton avis, qu'est-ce qui explique que les jeunes qui sont à Saint-Louis-du-Nord, qui sont à Delma 31 maintenant, qui sont à Carrefour, pourquoi ces jeunes font des infidélités au plaisir du texte? Bon, je ne dirais pas que les jeunes font des infidélités au plaisir du texte, puisqu'ils n'ont jamais été Exposés au texte, au fait. Justement. Disons, ils n'ont jamais pris l'habitude de lire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop de jeunes Haïtiens qui n'ont jamais eu la chance de découvrir le goût de la lecture. Il y a une phrase que je répète souvent, peut-être trop souvent, comme une litanie. Et ça se trouve dans un rapport sur l'éducation au Québec qui date de 1964, le rapport parents. Et c'est à partir de ce rapport que le système éducatif du Québec a été refondé, reformaté totalement. Le rapport parents 1964. Et dans ce rapport, il y a cette phrase qui a été citée dans un ouvrage sur la lecture de Colette Bergeron. Et cette phrase dit ceci: quelles que soient les compétences d'un maître, l'un des plus grands services qu'il puisse rendre à ses élèves, c'est de leur donner le goût de la lecture. Mais est-ce que le problème de nos jeunes, ce n'est pas de n'avoir pas été exposés à des maîtres Exactement. leur proposant ce goût de la lecture? Est-ce que le livre n'a pas toujours été présenté comme une corvée scolaire? Le problème, c'est... Le problème... Je me demande, est-ce que le problème fondamental d'Haïti, qui rejaillit sur tous les domaines, sur la politique, sur l'économie, est-ce que notre problème fondamental, ce n'est pas l'école? Ouais. Notre problème, c'est la formation. La formation de nos jeunes qui sont appelés à diriger et après, dans quelques années, qui ne sont pas lettrés. L'école qui n'est pas adaptée à notre réalité, qui n'est pas adaptée à... qui ne forme pas pour la vie. Nos jeunes apprennent à réciter, à répéter, à refaire mécaniquement des exercices de mathématiques, de physique, mais pas à créer, pas à conceptualiser, à penser. Le manque à gagner est peut-être là. Est-ce que le problème aussi n'est pas au niveau de la formation des maîtres? Peut-être que les professeurs eux-mêmes ne lisent pas. Il y a des profs de littérature qui n'ont jamais lu Gouverneur de la Rosée. Bien entendu, il y a un problème de formation des maîtres. Des maîtres. Mais, disons, c'est tout le système éducatif qui regorge. Il y a plein de problèmes de la base jusqu'au sommet du système éducatif. Mais quand tu fais un livre, vas-y. À mon avis, si on repense, si on refonde l'école, on va changer le pays. Mais ce qui va poser problème, Marc-Xavier, dans une refondation de l'école, tu vas devoir révoquer des maîtres. Tu vas devoir en former quelques-uns, mais il y en a qui sont d'une nullité académique, tu ne peux pas les former. Tu vas devoir révoquer des gens, et nous sommes dans un pays, quand tu révoques, tu te fais des ennemis. Tu ne supportes pas la douleur des gens, la misère des gens. Quand tu veux nettoyer l'école en Haïti, tu rentres dans un fourneau. En tout cas, toute personne qui est d'une nullité académique évidente et palpable n'est pas habilitée à enseigner. Ouais. Toute personne qui veut enseigner, je l'ai lu quelque part, ce n'est pas exactement la phrase, mais c'est l'idée. Toute personne qui veut enseigner a l'impérieux devoir de se former. Comment tu comprends, Marc-Xavier, le fait que nos élèves... la plupart, il y a beaucoup de professeurs en Haïti qui ne sont pas formés.
C'est ça le Et problème. surtout dans les classes fondamentales. Et Ah, quand on parle de classe fondamentale, c'est le fondement le même fondement même de de l'éducation de la l'éducation. personne qui est formée. Oui. Et les lois que nous faisons en Haïti, les gens qui sont moins formés, On nous les leur laissons l'école fondamentale. fondamentale. Alors qu'il faut des maîtres hyper qualifiés pour la première année, la deuxième année, pour former quelqu'un. Exactement. C'est ça notre erreur. Et c'est la grande erreur. Et il faut, dès le plus jeune âge, exposer les enfants aux livres. Même quand ils ne savent pas lire, il faut lire pour eux. Ouais. Et je l'ai lu dans plusieurs livres, venant de Canada, de France. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'est important de lire des contes pour les enfants et que cela a une influence sur leur apprentissage de la lecture. Le fait de lire des histoires pour les enfants les aide, favorise chez eux l'apprentissage de la lecture. Et la maîtrise de la lecture est à la base de tous les autres apprentissages. Mais oui, si tu veux avoir un bon plombier, tu veux avoir un bon technicien en son, tu veux avoir un bon ingénieur, tout passe par la lecture. C'est le lieu de départ. Exactement. Donc, un système scolaire où la plupart des élèves ne maîtrisent pas la lecture est voué d'avance Ouais, à l'échec. à l'échec. Et les résultats sont Absolument. évidents. Mais Sous ce nos que nous yeux. devons souligner, ce n'est pas un problème qui est seulement haïtien. Même dans des pays développés comme la France, on dit les jeunes ne lisent pas. Alors que la France a un système éducatif tellement bien organisé, les livres sont plus disponibles pour le jeune public français. Donc le problème est malheureusement quelque part international. Oui, mais en France, quand on dit que les jeunes ne lisent pas, c'est peut-être qu'il y a un pourcentage de jeunes, bon, il y a un pourcentage de jeunes qui ne lisent pas beaucoup. Mais en France, à l'école, les jeunes sont obligés de lire. Ouais, ouais. Il y a des lectures obligatoires Absolument. à tous les niveaux. Chaque année, tu as des textes à lire, tu as des comptes Et- rendus à faire. C'est ça que nous devons faire aussi dans notre système éducatif. Et- Il faut que la lecture soit une obligation. Il y a une enquête qui a été menée au cours des années 1990 et le résultat de cette enquête a été publié dans un livre intitulé « Et pourtant, ils lisent ». C'est le résultat de l'enquête, c'est le titre du livre « Et pourtant, Ils lisent. ils lisent ». Mais ils ne lisent pas forcément les livres qu'on voudrait qu'ils lisent. L'école française, bien entendu, impose des classiques français. Oui, absolument. Bon, pas uniquement les classiques du XVIIe siècle, comme nous le faisons en Haïti. Mais on lit Camus, on lit Sartre, on lit Victor Hugo, on lit Zola, on lit des auteurs de tous les siècles. Et même des auteurs étrangers de la francophonie, etc. Mais l'enquête, cette enquête menée par Christian Baudelot, avec bien entendu des alliés, l'enquête a révélé que l'auteur le plus lu par les écoliers français, surtout au lycée, entre la troisième et la terminale, c'est l'américain Stephen King. Ouais, ouais. C'est l'auteur le plus lu par les jeunes français. Mais ce n'est pas cet auteur-là que Le le système système propose. Ouais, Ça, ouais. c'est le choix. Même quand ils ne lisent pas, même vraiment quand ils n'aiment pas les classiques. Donc, pas de Maupassant, pas de Zola, pas de Balzac. Non, ils lisent Maupassant. On aime beaucoup Maupassant, on aime Zola, on aime Balzac. Les jeunes regardent un peu face à Andromaque de Racine. Les jeunes Français expriment leur difficulté à entrer dans Cette langue, du XVIe siècle, qu'on impose aux jeunes Haïtiens jusqu'à maintenant. Et je suis étonné de voir qu'aujourd'hui encore, les élèves portent, entre guillemets, le Cid de Corneille, comme je l'ai fait quand j'étais en quatrième il y a des siècles. On continue à faire
Tu vois, je ne dis pas à faire lire. Les élèves portent le CID. On fait acheter le Ouais. CID au début d'année. Le fameux cours de pièces classiques. Classique. J'ai connu ça aussi. Mais jusqu'à maintenant, ça perdure. Ouais. Cette tradition-là, peut-être qui a disparu en France. J'ai lu dans un ouvrage de Pierre Clarac, L'enseignement du français, l'ouvrage date de 1969. Pierre Clarac disait que la lecture d'Andromaque est difficile pour un jeune Français. C'était en 1969. Maintenant, imaginez pour un jeune Haïtien Qui n'a pas le français comme langue maternelle. Et on continue à lire Andromaque, on continue à lire. Peut-être que c'est là que nous effrayons les jeunes. Parce que nous exposons le jeune haïtien qui a 12 ans, qui a 13 ans, qui a 14 ans, à une langue dans laquelle il ne peut pas rentrer. Il n'a pas les clés. Peut-être que c'est pour ça même le jeune Français, qu'il refuse la lecture. Bon, disons, mais est-ce que la lecture pour un jeune, normalement, devrait commencer en quatrième, avec les pièces classiques? Non, la lecture doit commencer dès l'enfance. Dès l'enfance. On va revenir sur tout ça, Marc-Xavier. On doit prendre une petite pause. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Et si Marc-Xavier, grand passionné de culture, est sur mon plateau, évidemment que nous allons poser ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un jeune qui a 16 ans, qui a 17 ans, qui me regarde maintenant à Delma 33 ou à Pétionville, refuse de lire ne serait-ce qu'une heure par semaine? Nous allons voir qu'est-ce qui est à la base de ce problème. Nous allons aborder les projets de Marc-Xavier, ce qu'il fait avec Apollecte pour essayer de résoudre ce problème. Et nous allons surtout glisser dans les pages sublimes de son tout dernier livre. Je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. Vous êtes magnifiques. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission des livres et vous. Je reçois le professeur, le romancier, le poète Marc-Xavier. Nous sommes en train de voir avec lui qu'est-ce qui se passe en Haïti. Est-ce la faute aux jeunes s'ils ne lisent pas ou est-ce la faute à une forme d'organisation de la transmission du goût de la lecture? Est-ce que nous autres, les pasteurs, les professeurs, est-ce que nous procédons mal? Parce qu'à la base, qu'est-ce qu'un livre? C'est une source de joie, de plaisir. J'ai pris tellement de plaisir à lire ce livre, Marc. J'ai aimé la lettre du livre, sa naïveté. J'ai aimé le glissement du texte. C'est un plaisir énorme qu'on se fait. Pourquoi des jeunes refusent de se faire plaisir? Allons voir maintenant, Marc, du côté des enfants. Quand un jeune en Haïti a 10 ans, à 9 ans, il n'est pas exposé forcément au livre. Généralement, les jeunes haïtiens ne sont pas exposés au livre. Est-ce leur faute ou est-ce la faute au système? Je dis, ils ne sont pas Exposés. Donc c'est la faute au système. Au système, Ouais. à la société. Bon, disons, je prends mon cas. Comme exemple, c'était il y a longtemps, je suis né à Saint-Louis-du-Nord et jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'ai grandi à Saint-Louis. J'ai fait mes études primaires à Saint-Louis dans la meilleure école de la ville, c'est l'école des frères de la Menet. C'est une très bonne école. Mais est-ce qu'il y avait une bibliothèque dans cette école? Je ne me rappelle pas. En tout cas, je me souviens d'un livre que j'avais ramené à la maison. C'était un livre de contes. Il y avait sur la couverture une sorcière chevauchant un balai. À part mes livres de classe, c'est l'un des rares livres
dont je me rappelle dans mon enfance avec le petit livre, le Nouveau Testament, et le Chant d'Espérance de mes grands-parents qui ne savaient pas lire. Mais ils avaient quand même le Chant d'Espérance et la Bible. Ils allaient à l'église avec le Chant d'Espérance et leur Bible, mais ils ne savaient pas lire. Bon. Dans ma jeunesse, j'ai eu contact avec très peu de livres. Et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, je me suis retrouvé dans la maison d'une maison. Tu en as parlé là, dans ton livre. Médecin, intellectuel. Et dans cette maison, il y avait une bibliothèque. Et dans mon quartier, j'avais des camarades avec qui je jouais au football, etc. Donc, leurs parents leur achetaient des livres. Je me rappelle, j'ai lu mon premier Oui, oui à 12 ans. mais très vite, j'ai commencé à lire Le Club des 5, Le Clan des 7 et plein Agatha Christie. On a parlé, plein d'autres livres à la suite. Mais c'était à Port-au-Prince. Aujourd'hui, à Saint-Louis-du-Nord, il y a une bibliothèque qui porte le nom de Yannick Laens. J'en suis heureux et très fier. Parce que Yannick Laens, c'était mon professeur à l'école normale supérieure, mon professeur préféré. Ça ne rajeunit pas Yannick, hein? C'est une blague. En tout cas, je ne suis pas si vieux que ça quand même. Mais, bon, il y a une bibliothèque, mais si on converse avec les jeunes dans les rues, on sent que le livre, ce n'est pas un objet qui entre dans la vie quotidienne de la plupart des jeunes. Donc quand les jeunes se rencontrent, ils n'ont pas genre une discussion sur Agatha Christie. Non. Ils n'ont pas une discussion... Comme un peu partout dans le pays, il y a des écoles dont les responsables sont convaincus de l'importance du livre et de la lecture au plus jeune âge pour l'enfant et qui essaie d'inculquer une culture de la lecture aux élèves. Mais cette culture de la lecture n'existe pratiquement pas dans le pays. C'est l'école qui apprend à lire. Et sans cet apprentissage soigneusement conforté, pas de lecteur à la bibliothèque. C'est l'école qui apprend à lire. Et sans cet apprentissage soigneusement conforté, pas de lecteur à la bibliothèque. Bon, ce n'est pas absolument vrai. Les parents ont un rôle important à jouer, en effet, dans ce processus de transmission du goût de la lecture. Le parent qui lit tous les soirs des contes à son enfant commence à le familiariser avec le livre. Et cet enfant-là, dont la mère ou le père lit des contes tous les soirs, quand il va arriver à l'école, l'objet livre lui sera totalement familier et il aura des longueurs d'avance sur les autres élèves qui n'ont pas été familiarisés avec le livre. Mais l'école a quand même pour mission de rétablir une certaine égalité, de donner des chances à tout le monde. Et ceci est encore plus valable en Haïti. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent ni lire, ni écrire. Et en plus, il y a beaucoup de parents absents. Des parents qui vivent à l'étranger, des parents qui sont en province et l'enfant vit à Port-au-Prince, etc. Donc, c'est très rare, c'est très très rare, ces maisons où l'enfant a la chance de se familiariser dès son plus jeune âge avec le livre. Donc, dans un pays comme Haïti, c'est à l'école que revient cette tâche, cette mission de donner le goût de la lecture aux enfants. Et heureusement que nous sommes suivis par beaucoup de directeurs d'écoles, de profs et d'écoles qui saisissent ce message. Et on ne peut pas donner le goût de la lecture aux enfants si on ne fait pas découvrir très jeunes des livres intéressants, des livres amusants, des livres qui parlent de choses qu'ils aiment. Quand on dit un livre intéressant, c'est un livre qui nous parle de choses qui nous intéressent, qui nous concernent, qui nous touchent.
Par exemple, tu me parlais de mon livre tout à l'heure. La 4e de couverture, il y a la collection Pipirite, des livres pour les enfants d'Haïti. Et le livre est sorti depuis le mois de mars. Moi, je peux dire que les résultats ont été surprenants. C'est un livre que je destinais aux enfants du 3e cycle fondamental. À la rigueur, je me disais qu'un élève de 6e année fondamentale peut lire ce livre. Et surprise, je suis allé au collège Marianne et il y a des élèves de 4e année fondamentale qui ont acheté le livre. Le jour où je suis allé effectuer une vente signature. Mais 4e année fondamentale quand même. Il y en a qui ont acheté le livre. Mais la surprise, c'est que quelques jours après, il y a d'autres élèves de la 4e qui ont fait des commandes du livre à C3 Éditions. Parce qu'il y a des enfants qui ont aimé et qui en ont parlé aux autres. Donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, il faut donner aux enfants le goût de la lecture, mais il faut leur parler dans une langue qui leur est accessible. Et il faut que ce livre couvre un ensemble de réalités qui concernent l'enfant. Donc c'est très, très important qu'il y ait des livres haïtiens destinés aux enfants d'Haïti. La plupart des parents haïtiens qui achètent des livres pour leurs enfants, surtout pour les filles, on parle beaucoup de Martine. Oui. Tu as entendu parler de Martine. Oui. Les parents aiment beaucoup acheter des livres comme Martine. Mais Martine, c'est une fillette avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Maintenant, imaginez un jeune haïtien qui passe toute son enfance à lire des livres dont le héros ou l'héroïne, c'est un gamin à la peau claire. Ça peut même créer chez cette personne inconsciemment un complexe. C'est pas que ça peut créer. Pour faire un clin d'œil à notre ami de peau noire, masque blanc. Non. On ne doit pas dire que ça peut créer. Ça crée. Absolument. Un problème. Disons, pour le jeune qui a passé sa vie à contempler l'image d'un enfant. On dit, ah, Martine est jolie, etc. Et quand on dit jolie, c'est une fille blonde avec des yeux bleus. Et maintenant, cet enfant, par rapport à... Son regard a été éduqué d'une certaine façon. Exactement. Sa vision du beau a été dressée, organisée d'une certaine façon. Et ça va créer des déchirures au sein de la société. Mais pour en revenir maintenant à ton livre, Marc, j'ai l'impression qu'au-delà du projet éditorial qui est de parler aux enfants d'Haïti, j'ai l'impression, je peux me tromper, tu me diras, que ce livre a pour toi une importance personnelle, très intimiste. Tu as voulu mettre en page une mémoire de toi. Est-ce que je mens? Est-ce que j'exagère? Des fois, les chroniqueurs littéraires, des fois, les critiques littéraires disent des choses qui n'existent pas dans le livre. C'est l'auteur qui doit rétablir la vérité. J'ai l'impression que tu as comme projet de te rappeler d'une mémoire de ton enfance. J'ai l'impression que tu ne veux pas oublier Saint-Louis-du-Nord que tu as connu. Bon, disons, c'est écrit sur la couverture. Ouais. C'est évident, c'est des chroniques d'une enfance à Saint-Louis-du-Nord. Et je voulais que le nom de la ville, Saint-Louis-du-Nord, soit sur la couverture du livre. Chronique d'une enfance à Saint-Louis-du-Nord. Et dans le livre, je parle de cet arrachement. En fait, ce livre, c'est un livre de retrouvailles avec cette ville de laquelle j'ai été arraché trop tôt. L'un de mes écrivains préférés, peut-être, je ne dirais pas dire mon écrivain, mais l'un des écrivains que j'aime, que je lis et je relis, c'est peut-être l'un des seuls êtres humains que j'envie dans ma vie. Il s'appelle Jean Giono. Il est né dans un petit village de la Provence qui s'appelle Manosque.
Et il a vécu toute sa vie dans son village. Et c'est un écrivain qui a très peu voyagé. Il va de temps en temps à Paris, mais il a passé toute sa vie là où il est né. Et disons, chaque fois que je pense à ça, je me dis que j'aurais bien aimé. Disons, j'ai vécu beaucoup de moments de bonheur durant mon enfance à Saint-Louis du Nord. La rivière, la mer, le sable, la campagne. Et puis, un jour, brusquement, j'y étais. Il faut venir à Port-au-Prince. Est-ce que écrire pour toi, c'était revivre intensément ces moments de bonheur? Oui, disons, les revivre, mais aussi immortaliser, faire revivre aussi certains personnages qui me sont chers et qui ont disparu. La ville de Saint-Louis du Nord a beaucoup changé. Mais la campagne est restée, pas exactement pareil, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et puis, il y a également une chose que je dois avouer. Je ne connais pas très bien Saint-Louis du Nord. Ouais, parce que tu expliques quand ton grand-père là, il va dans son jardin, il passe par plusieurs sections communales que tu ne connais pas. Oui, disons, il y a certains des jardins de mon grand-père que je ne connaissais pas. Et jusqu'à maintenant, il y a des endroits, des sections communales à Saint-Louis du Nord dont on me dit qu'elles sont très belles, mais que jusqu'à maintenant, je ne connais pas encore. Et j'ai le projet d'effectuer des excursions, d'aller découvrir. On m'a parlé maintenant avec les téléphones intelligents, là, Google Maps, etc. Oui, je vois des photos de temps en temps des jeunes qui envoient des photos d'une section qu'on appelle Guichard. Et on organise, il y a une cascade, il y a un bassin, il y a une grotte, plein de choses que j'ignorais et que je n'ai pas encore vu à mon âge vénérable. Mais tu as aussi, dans ce livre, beaucoup parlé de la rivière Touabar, non? La rivière Desbarres. La rivière Desbarres, ouais. C'est la grande rivière de Saint-Louis du Nord, la deuxième rivière, le deuxième cours d'eau en importance du département du Nord-Ouest, après ce qu'on appelle le fleuve des Trois-Rivières, entre guillemets. C'est une grande rivière. Et Trois-Rivières, c'est le deuxième cours d'eau en importance du pays après l'Artibonite. Et la rivière des Barres, dans le département du Nord-Ouest, vient après Trois-Rivières. Et cette rivière des Barres, disons, c'est un lieu d'attraction à Saint-Louis du Nord. Ça fait le bonheur et le malheur. Justement. Et ça joue un grand rôle dans mon histoire personnelle. Tu as raconté une scène de noyade et dans cette rivière, la jeune dame qui est venue en vacances avec l'enfant. Après, on imagine la catastrophe. L'enfant périt dans la rivière des Barres quand même. Elle doit revenir à Port-au-Prince et dire où est l'enfant qu'on t'a confié pour les vacances d'été. Disons, je ne connaissais pas cette jeune fille, mais l'histoire a fait le tour de la ville. Ça fait longtemps. Mais à chaque fois que je repense à cette histoire, j'ai des frissons. Je me demande, mais comment cette jeune fille s'est présentée devant la mère de l'enfant qui s'est noyé à la rivière des Barres. Ouais, il faut que les téléspectateurs comprennent le drame. On confie un enfant à une jeune fille pour aller passer des vacances à Saint-Louis du Nord. Ils vont à la rivière des Barres et l'enfant se noie. Maintenant, tu reviens à Port-au-Prince, tu dois expliquer à ses parents, à sa maman, l'enfant s'est noyé. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Comment ça s'est passé? Ouais. Et tu as même raconté, connaissant le folklore mystique haïtien, est-ce que tu n'as pas vendu l'enfant? Et il y a plein de drames qui se sont déroulés à la rivière des Barres. Et c'est la rivière des Barres qui a chassé mon grand-père de... Tu as expliqué ça en effet, la rivière a ravagé une partie de son habitation. Et puis il a été obligé d'aller vers la ville
de Saint-Louis-du-Nord, et dans un nouveau quartier qu'on érigeait, et qui s'appelle Vertus. Et c'est là que j'ai passé mon enfance, entre la mer et l'autre rivière, qu'on appelle Petit-Rivière. Mais c'est quand même dans cette même ville de Saint-Louis-du-Nord que tu as connu ton premier amour enfantin. Bon, disons, Ça s'est pas très bien passé, mais dis donc, d'après Bon, ce qu'on a vu. Mais on dit souvent les histoires d'amour finissent mal en général. C'est peut-être pour ça qu'on dit tomber amoureux. Donc tu tombes. Et Aragon disait, il n'y a pas D'amour d'amour heureux. Bah, raconte-nous cette histoire d'amour. Tu es jeune, tu as 10 ans, tu as 11 ans. 9 ans. 9 ans. Et cette histoire, je pense que cette histoire m'a beaucoup marqué. Et toutes mes relations ultérieures avec les femmes ont été un peu marquées par cette histoire. Bon, il y a une demoiselle que je vois tous les jours sur le chemin de l'école. On n'habite pas trop loin, le même quartier, Vertus. Et tous les jours, il y a une bande de gamins qui vont ensemble à l'école. Et depuis notre petite enfance. Mais avec le temps, on a 7 ans, 8 ans. Ouais. Mais vers 9 ans, on commence à regarder les filles d'une autre manière. Et mon dévolu s'est porté sur l'une d'entre elles. Un peu élégante, d'une très belle venue. On a dit, tu fais un bienvenu, un gros os, bien grandi. Et je commence à la regarder, même mes camarades s'en aperçoivent aussitôt. Et il commence à me taquiner. Et maintenant, tous les jours, il me taquine. Ah, va parler à la fille, on voit que tu l'aimes, va lui parler. Bon, Ils ont aussi 9 ans, ils ont aussi 9 ans. Oui, oui. Ouais. Mais il commence à me taquiner. Mais, tu es un lâche, tu aimes la fille, va lui parler. Mais disons, je n'ai pas le cran pour affronter la demoiselle. Et puis un jour, ils décident, bon, ils vont me forcer la main. Et ils me poussent vers la demoiselle. Et puis, elle ne s'y attend pas. Je la heurte et elle tombe elle tombe à renverse et je tombe sur elle. Et dans une position un peu... Olé olé, on va dire olé olé. Et mes camarades, disons... Kidnamadan dadou, kidnamadan dadou. Une danse de sioux autour de nous, danse en chantant. Bon, et puis, dadou c'est mon surnom, et puis... Kidnamadan dadou, et en chantant, malheureusement, l'uniforme de la jeune fille c'est sali. Sali. Elle rentre chez elle et sa mère lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu entres avec ta jupe souillée de cette manière? Et comme c'est mon nom qui était cité, elle raconte l'histoire à sa maman et c'est mon nom qui vient en premier lieu. Et la mère de la demoiselle va porter plainte auprès de ma mère. Et comme c'était la coutume à l'époque, j'ai reçu une belle raclée. Mais ce qui m'a le plus vexé, c'est que ma mère m'a demandé mon ceinturon, prêter mon ceinturon pour punir une fille qui avait à la maison. Et j'étais très vif, très laisse, et j'ai passé le ceinturon. Et le ceinturon, c'était pour me corriger moi-même. Tu imagines, j'ai reçu une mémorable raclée pour mon propre ceinturon. Et c'est ainsi que s'est terminée ma première histoire d'amour. Après, du coup, tu n'as plus revu la jeune fille après? Non, après, je n'ai même plus le courage de lui parler. Et puis maintenant, en allant à l'école, je l'évite. Ouais. J'ai passé encore 2 ans à aller à l'école en faisant la même route, mais j'évite toujours évité d'y aller parce que... Mais tu étais toujours amoureux ou cette scène a cassé ton élan d'amour? Je pense que cette raclée a un peu... a éteint. Ça a désamorcé ton amour. Je n'étais pas prêt à recevoir une autre raclée de cette trempe. Mais tu dis que ça a un petit peu
surdéterminé, surorganisé toutes les relations après que tu as eues avec les femmes. En quoi ça a marqué tes relations futures avec les femmes? Bon, disons, au début de chaque histoire, parfois je m'attends parfois à la catastrophe. Bon, avant même d'avoir lu Il n'y a pas d'amour heureux de Louis Aragon, je l'avais expérimenté dans ma chair. Qu'une histoire d'amour peut finir dans la douleur. Et des fois, en rencontrant une femme, souvent je m'attends à souffrir. Et j'anticipe parfois cette souffrance que je veux éviter. Est-ce que pour toi, toute femme est source potentielle de souffrance? Ou est-ce l'amour qui est source de malheur? Bon, disons, mais est-ce qu'on peut parler d'amour sans qu'il y ait un homme et une femme? Ouais. Bon. Oui. Bon, oui, sans qu'il y ait deux êtres. Oui, deux êtres, oui. Sans qu'il y ait deux êtres. Ouais. Bon, disons, quand on parle d'amour, il va y avoir deux êtres. Oui, au minimum, au minimum. Après, ils peuvent être beaucoup plus dans la chose. Mais pour commencer, ils doivent déjà être deux. mais disons, là, on parle de l'homme si douce de l'Amandier, mais et la mère pour partage. Ouais. Mon précédent livre, mon livre qui précède l'homme si douce de l'Amandier, c'est un livre où je parle de Saint-Louis du Nord. D'ailleurs, ce livre est né d'une phrase de l'homme si douce de l'Amandier dans l'histoire où je parle du littoral qui est pollué, les enfants d'aujourd'hui qui regardent la mer et qui ne peuvent pas s'y baigner parce qu'il y a tellement de détritus, etc. Et ce livre parle en partie de ça, de la pollution de la mer de Saint-Louis-du-Nord. Il y a même des photos que j'ai prises du littoral, en effet. De Saint-Louis-du-Nord. C'est le littoral tout près de l'embouchure de Thie-Rivière. C'est un des lieux où j'ai connu les plus beaux moments de mon enfance. Je disais souvent, quand je mourrais, j'aimerais qu'on m'incinère et qu'on aille jeter mes cendres à l'embouchure de Thie-Rivière à Saint-Louis. Mais depuis quelques années, cette idée m'est sortie de la tête. Depuis quelques années, parce qu'il y a tellement de... Tu t'es dit, c'est trop sale. Je ne veux pas que mes cendres tombent dans autant de saleté. Maintenant, la rivière est devenue, en tout cas, l'embouchure. Bon, quand on va un peu plus haut, c'est encore sain. Mais à l'embouchure, c'est une poubelle. Le littoral de Saint-Louis-du-Nord est une véritable poubelle. Et malheureusement, c'est pareil dans beaucoup de villes côtières en Haïti. Alors que la mer est une source de richesse, de tourisme. Et la mer pour partage, c'est un titre qui a été emprunté au poème célèbre Pierre de Marbeuf. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. D'ailleurs, que je cite en épigraphe dans ce livre. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Donc, c'est un livre qui parle de la mer polluée et de l'amour aussi, qui en Haïti est pollué. Ouais. Des fois, l'amour est très pollué ici. Non, l'amour est pollué. Ouais. Parce que... Est-ce que tu as peur de l'amour, Xavier? Non, je n'ai pas peur de l'amour, mais quand l'amour est pollué, quand l'amour est trop vénal, avide, cœurs à vendre, pourri pis que la lèpre. C'est un des poèmes de ce livre. Disons, je parle de ces amours que l'argent seul a aimanté. C'est vrai qu'on a ce drame maintenant en Haïti. Peut-être que c'est lié à la situation. À la misère, oui. À la misère et tout. On ne sait pas quand c'est de l'amour ou quand c'est une relation intéressée. Exactement. Il y a même un ami qui m'a raconté, et il me dit des fois quand une jeune femme vient passer la semaine chez lui, il ne sait pas si c'est pour l'amour ou si parce qu'elle veut être logée et être nourrie à un endroit. C'est notre triste réalité en Haïti et c'est un peu de ça que ce livre parle. Je parle de la pollution
marine, mais je parle aussi de la pollution des rapports humains. Maintenant, qu'est-ce que En tu particulier penses de l'amour. dans cette pollution? Que penses-tu d'hommes qui trouvent que c'est normal que dans leur relation avec une femme, qu'ils doivent entretenir cette femme? Il y a des hommes qui pensent que c'est normal, c'est logique, c'est la façon de vivre. Je m'occupe de ma femme. Qu'est-ce que tu penses de ces hommes? Bon, disons, je fais partie de ces hommes. Je ne dirais pas malheureusement, oui, bon, disons... Ça commence bien. Hein? Non, non, bon. Quand tu es avec une femme, tu prends soin d'elle, tu t'en occupes, tu dépenses de l'argent. Oui, quand je suis avec une femme, bon, si cette femme a faim, je pense que c'est tout à fait normal que je lui vienne en aide. Dans un pays où une grande partie de la population est au chômage, disons, on aime une femme et cette femme ne travaille pas. Et si on a la chance d'avoir un peu d'argent, je pense que c'est tout à fait normal, c'est humain de partager. Mais c'est ça que tu appelles la pollution aussi, le fait que les relations existent sur cette base-là. Que la fille se mette avec n'importe quel homme parce qu'elle a besoin d'argent. Ah, là, disons, il y a quand même une nuance de partager ce qu'on a avec une personne qu'on aime. Disons, imaginons, disons, il y a des filles qu'on rencontre, on n'est encore personne, on n'a pas d'argent. Et puis, mais cette fille sort avec nous quand même. Ouais. Et puis, ça arrive un jour, on travaille, et puis maintenant, on gagne sa vie, mais c'est tout à fait normal qu'on partage avec celle ou celui qui partage son temps, sa vie avec nous. Si on a de quoi manger, c'est normal qu'on partage. Mais est-ce que là, on va parler Bon, de relations d'amour ou de relations humanitaires? C'est une relation d'amour, tout comme on prend soin de ses enfants. Quand on a des enfants qui ne peuvent pas encore subvenir à leurs besoins, on ne laisse pas souffrir ses enfants quand même. Donc si on a des relations amoureuses avec une femme et puis cette femme se trouve dans une situation difficile, si on en a les moyens, c'est tout à fait normal et humain qu'on ne laisse pas cette personne dans la souffrance. Ouais. Maintenant, c'est autre chose. Telle personne, ça arrive aussi aux hommes, c'est pas seulement les filles. Oui. C'est pour ça que le mot gigolo existe. Il y a des hommes aussi qui monnaient leur charme. Bon, ça s'appelle la prostitution. C'est de la prostitution. Bon, il y a la prostitution institutionnalisée, mais il y a aussi la prostitution déguisée. Ouais. Bon, il y a des femmes qui ne marchent qu'à l'argent. Là, je trouve que ça sert amer. Il y a des textes où, disons, je parle de... C'est un peu la mer et l'amour, à partir du texte de Pierre de Marbeuf que je développe. Parfois, je parle de la mer, je parle de l'amour, les deux en même temps. Par exemple, la mer. La mer, cette mer qui baigne Saint-Louis du Nord, qui a bercé mon enfance. La mer, c'est l'un des plus beaux spectacles de la nature. La mer, on voyage, la mer nous emmène loin, la mer c'est le théâtre des plus belles aventures. Mais la mer aussi est cause de naufrage. Ouais, la mer tue aussi. Et Saint-Louis du Nord, c'est une ville qui a payé un lourd tribut à la mer. Mais ce que ton livre explique aussi, et Marc-Xavier, c'est le fait que Saint-Louis du Nord soit un port de départ pour des gens qui vont aux Bahamas. Bahamas. Au départ aux Bahamas et ensuite Floride. Floride, ouais. Où là tu exposes, tu parles de cette situation de précarité, comme on dit. Mais ton grand-père a fait ça, tu dis dans le livre, non? Il a été déposer des gens aux Bahamas. Après, il est revenu parce qu'il estime qu'il est trop vieux pour travailler dans la plantation. Ah, c'est pas lui. C'est son fils. C'est son fils, ça. Il avait un fils aux Bahamas qu'il a... il a fait retourner parce que, bon, disons, parce qu'il était déjà assez vieux. Il avait 60... Cette année-là, il avait 77 ans. Et il a réussi à emmener le bateau aux Bahamas avec ces jeunes qui voulaient y aller. Et c'est
cette année-là que je suis vraiment qu'il était un marin. C'était un marin. Il faut connaître la mer pour faire de Oui, telles prouesses. non, il a été marin dans sa jeunesse. Ok. Marc, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Parce que les gens qui nous regardent là se disent où est-ce qu'on trouve L'ombre aussi douce de l'Amandier. Bon, à C3 Éditions. C3 Éditions. Delma 31. Presque en face de nos voisins, de nos amis de Téléguinée. Téléguinée, oui. Voilà. Mais il y a l'autre local, Delma 31, numéro 31, là où il y a la salle Michel Soukar. Ok. Delma 30. Bon, et puis le numéro de téléphone, c'est 34 22 44 71, si vous voulez passer une commande. 34 22 44 71. Ok. Et La mer pour partage a été également édité par C3 Éditions. C'est un peu la suite de Pays de paille. Bon, ces deux livres ont toute une histoire, tout comme L'Homme si douce de l'Amandier, mais ce sont 3 livres qui sont liés, qui ont été écrits un peu à la même époque. Et c'est aussi 3 chants d'amour à Saint-Louis du Nord. Bon, Pays de paille, un nom. Pays de paille et La mer pour partage, est-ce que c'est un chant d'amour? Disons ça, c'est un cri de colère. Ouais, un habitant de la ville qui dit « Qu'avez-vous fait de Saint-Louis du Nord ?» Qu'avez-vous fait du littoral? Du littoral de Saint-Louis du Nord, ouais. Dans la rue principale de Saint-Louis est assez propre. Les gens qui visitent disent que c'est une belle ville. Saint-Louis du Nord, c'est l'une des villes les plus vertes du pays. Quand on traverse la première passe de la rivière des Bars et on entre à la campagne, il y a énormément de verdure. Les dernières fois où je suis allé à Saint-Louis du Nord, je suis resté à admirer le paysage. C'est vraiment un paysage à découvrir. C'est l'une des villes les plus vertes du pays. Voici pourquoi. Mais le littoral est malheureusement pollué, voilà. Sali, souillé par des immondices et même de la merde. Ah ben voilà. Mesdames, voici justement, mesdames et messieurs, voici justement l'une des raisons principales pour lesquelles vous devez lire. Ce livre est un visa pour découvrir une ville. Donc de Port-au-Prince étant, de la ville du Cap étant, de Martissan étant, vous pouvez aller à Saint-Louis du Nord. Voici le visa pour y aller. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à lire ce dernier livre de Marc Xavier, ainsi que Pays de paille 1 et Pays de paille 2 et autres textes. Marc, ce fut un plaisir immense de te recevoir sur ce plateau. Je t'attends très prochainement avec le tout prochain livre. Le prochain livre qui ne va pas tarder et qui, encore une fois, va parler de Saint-Louis du Nord. Ouais. Mais Saint-Louis du Nord, cette fois-ci, vu de l'étranger, c'est l'histoire d'une de mes nièces qui est née aux États-Unis, mais qui a vécu dans une culture totalement haïtienne avec sa mère, sa grand-mère. C'est une fille née aux États-Unis, mais qui connaît très bien les histoires de Bouki et de Malice, ouais. et qui a entendu parler toute sa vie de la lessive à la rivière des Bars, de Dokounou, de Tom Tom avec l'âme véritable. Ouais. Bon, c'est un livre que je pense qui va toucher tous les enfants d'Haïtiens nés à l'étranger, mais qui va faire comprendre aussi aux Haïtiens restés dans le pays que quand même notre patrie va toujours rester notre patrie. Et c'est un livre qui sortira peut-être dans 1 ou 2 mois. Ouais. Et j'ai un projet 4 livres sur Saint-Louis du Nord. Et parmi ces 4 livres, il y en a un dont le titre est déjà dans Et la mer pour partage. Il y a 2 vers dans Et la mer pour partage qui disent « Vois sur la peau de ma mémoire les cicatrices d'un naufrage. » Donc des cicatrices de naufrage. Et le livre que je projette d'écrire s'appelle « Les cicatrices d'un naufrage ». Dans les années 90, au début des années 1990, il y a un gros bateau, plein de gens, et dont la plupart provenaient de Saint-Louis du Nord, qui a fait naufrage. Et je pense qu'il y a eu peut-être 300, 400 ou 500
morts dans ce naufrage. Et parmi ces centaines de morts, il y en a beaucoup qui habitaient À Saint-Louis du à Saint-Louis du Nord. Et ce jour-là, il y a eu un cri qui a parcouru la ville de haut en bas, de bas en haut. C'était un peu comme Le tremblement de terre. personne, on ne pouvait pas trouver à quelqu'un pour nous consoler parce que tout le monde Avait perdu quelqu'un. a quelqu'un. Et Voilà. le projet s'est retrouvé 30 ans après. Les familles, ces gens qui ont perdu un membre de leur famille dans ce naufrage, je parle des souvenirs, etc. Bon, disons, c'est un projet qui n'est pas encore lancé, mais j'en ai parlé à certaines personnes et qui sont très intéressées. Et de temps en temps, les gens me disent, ah, m'encourage pour faire ce livre. Bon, c'est un livre qui sera triste, mais je vois qu'il y a des gens qui ont perdu un membre de leur famille dans ce naufrage qui m'encouragent Ouais. à faire ce Ça livre. peut les consoler, Marc Xavier. C'est l'un des 4 Livre que je prévu projette sur Saint-Louis du Nord. en attendant de passer à autre chose. On va se voir, Marc, quand ces livres vont sortir sur ce plateau. Délivrez-vous. Je te remercie encore une fois, Marc, pour ta présence à cette émission. Je remercie les gens qui nous regardent de chez eux ou sur leur téléphone portable. Je remercie chaleureusement le staff technique de la télé qui nous permet de vous présenter cette émission. Il y a Emmanuel, il y a Fekir, il y a Alphonse, il y a Émilie, il y a Gamin, il y a Jacob. C'est une grosse équipe. Il y a Jimmy. C'est une grosse équipe qui nous permet de vous présenter cette émission. Il y a Spencer Orphée qui fait des photos pour nous. Ils sont nombreux, ils sont motivés, ils sont fous. Sans oublier notre bon ami Guito. Guito qui commence à vieillir, mais c'est notre Guito quand même. On fait des blagues avec, on fait comme on peut. Je vous dis gardons bonheur, mesdames et messieurs. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres.